Monsieur le député de Jonquière. La parole revient maintenant à Madame la députée de Sherbrooke. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est mon tour maintenant de répliquer au budget. Je vais le faire en abordant plus spécifiquement les lacunes du budget en ce qui concerne les aînés. Je sais que mes collègues ont déjà abordé des enjeux en éducation, logement, transport collectif, santé, autres dossiers fondamentaux qui vont souffrir beaucoup de l'austérité de la CAQ. En ce qui concerne les aînés, la première réaction unanime des groupes qui représentent les aînés, ça a été une déception et même de l'inquiétude, une inquiétude majeure, même en ce qui concerne les soins à domicile. La Coalition pour la dignité des aînés a dénoncé avec raison que les principales sommes annoncées vont aller dans des mesures comme le conventionnement des CHSLD privés et les gicleurs dans les RPA. Évidemment, personne ne peut être contre ces mesures, mais ça démontre que le gouvernement mise l'essentiel de son approche sur l'institutionnalisation, alors que ce qui est demandé par les aînés, c'est un rééquilibrage dans les investissements en soins de longue durée au profit des soins à domicile. Le QDR a aussi déploré que les soins à domicile étaient les grands absents du budget. Il nous rappelle que dans 5 ans, il y a un Québécois sur 4 qui aura plus de 65 ans. Et même si c'est vrai qu'à 65 ans, la plupart du temps, les Québécois sont encore en excellente santé, c'est quand même évident qu'on ne sera pas prêt du tout pour faire face au vieillissement de la population. La REC a souligné la même chose. On est très, très loin en ce moment des sommes que la commissaire à la santé et au bien-être recommandait d'investir pour s'assurer de maintenir le niveau de service. Puis d'ailleurs, même si on maintenait ce qu'on fait actuellement, je rappelle que ce que la commissaire nous a dit en janvier 2024, c'est qu'on répondait à 10 % des besoins en soins et services à domicile. Moi, j'ai interpellé la ministre des Aînés en février dernier pour savoir on en était où, un an plus tard, un an après ce rapport de la commissaire. Et dans une interpellation qui a duré 2 heures ici, au Salon Rouge, elle a réussi à ne jamais répondre à cette question, au point où je me demande si elle le sait. Il semble que ça aurait été normal de faire un suivi du rapport de la commissaire pour vérifier si on avance, puis je suis franchement convaincue que si on avait avancé depuis la publication du rapport, si on répondait aujourd'hui à plus que 10 % des besoins, la ministre, elle nous le dirait, puis elle serait fière de ça, puis ce serait une bonne nouvelle. Alors, soit on recule, soit on stagne, soit la ministre est mieux qu'on ne vérifie pas parce qu'elle a peur du résultat, et moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on n'a pas de réponse là-dessus. Et là, on n'est pas en train de régler le problème avec le budget qu'on a sous les yeux. Je veux parler aussi du soutien aux proches aidants parce que c'est assez grave ce qui s'en vient. On l'a déjà expliqué, la croissance du budget en santé et services sociaux est plus faible que la croissance des coûts réels. Donc ça veut dire que avec ce qui est prévu au budget, c'est impossible de maintenir le statu quo de ce qui est offert comme service en ce moment. Il va devoir y avoir des coupures quelque part pour que ça balance à la fin de l'année et que tous les salaires puissent être payés. C'est de l'austérité dissimulée, si on peut dire, parce que si on regarde les chiffres pour l'année financière 2025-2026, les montants prévus sont effectivement plus élevés que pour l'année financière 2024-2025. Ça paraît bien. Sauf que, comme je viens de vous le dire, même en étant plus élevés, les montants prévus ne sont pas assez élevés pour couvrir le maintien du statu quo. Mais pour les proches aidants, c'est encore pire, parce que le montant prévu, il n'est pas juste pas assez élevé, il est inférieur à ce qui était prévu l'année dernière. Ça veut dire que pour essayer de ménager certains postes budgétaires, il y a un choix politique qui a été fait de réduire les fonds pour le soutien aux proches aidants. Et ça, on le voit noir sur blanc à la page 19-16 des crédits des dépenses et portefeuilles. Le montant, il a baissé depuis l'année dernière pour le soutien aux proches aidants. Alors, on va être loin de pouvoir maintenir ce qui est offert comme soutien en ce moment. Et c'est un choix politique qui va faire très, très mal parce que les proches aidants, on les soutient déjà pas assez. Ils sont déjà à bout de souffle. Ils nous le disent régulièrement. Et s'ils tombent au combat, bien souvent, la personne qu'ils aident va avoir besoin de plus de services, voire même d'être peut-être placée en milieu institutionnel ou en famille d'accueil. Alors, non seulement on va avoir épuisé un proche aidant qui va avoir besoin d'aide lui-même, pas pour aider, mais pour prendre soin de lui. Mais en plus, on va avoir besoin de plus de ressources humaines et financières pour prendre en charge la personne qui a perdu son proche aidant. Donc, il n'y a personne qui est gagnant là-dedans, ni le proche aidant, ni la personne qui a besoin de soutien, ni l'État. Couper le soutien au proche aidant, ce n'est pas une manière d'économiser, on se tire dans le pied en faisant ça, et c'est pourtant le choix politique qui a été fait dans le budget qu'on a sous les yeux. Il y a une autre coupure qui n'a pas de sens, qui vient vraiment nuire aux aînés, c'est le programme Réno-Région qui est coupé. Donc, pour sauver 15 millions par année, la CAQ a décidé de couper ce programme-là. Ça a été discuté cette semaine à la période de questions. Ça, c'est un programme qui aidait les personnes les plus démunies à entretenir leur maison. C'était une mesure qui était ultra ciblée. Chaque dollar de ce programme aidait vraiment une personne avec des moyens extrêmement limités à réparer des défectuosités majeures sur leur maison. Et c'était tellement les plus vulnérables qu'en plus du critère du revenu de ménage, il fallait que la propriété vale moins de 150 000 $. Écoutez, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui a une propriété qui vaut moins de 150 000 $, même dans les régions.
On parle vraiment de maisons qui sont dans le plus mauvais état, qui sont habitées par des personnes qui n'ont pas les moyens de les entretenir. Et bien souvent, mais ce sont des aînés qui vivent là depuis des décennies, mais qui ont de plus en plus de misère à entretenir leur maison pour qu'elle reste saine et sécuritaire. Moi, je fais beaucoup de vélo sur les routes de campagne. Je peux vous dire que dans toutes les régions où je suis allée, j'en ai vu des maisons comme ça, des maisons sur des vieux rangs qui sont tellement en mauvais état que parfois elles ont presque l'air abandonnées, mais il y a des gens qui vivent dedans. Mais c'est ces personnes-là qui avaient besoin du programme Réno-Région pour pouvoir continuer de vivre dans leur communauté, là où elles connaissent leurs voisins, là où elles ont des racines, là où elles se sentent bien. Et le programme, il était en demande. Il y avait des centaines de personnes chaque année qui étaient aidées par ce programme-là. Il y avait plus de 1000 personnes sur une liste d'attente. Et là, c'est terminé. Fini l'aide pour faire les travaux urgents sur leur maison. Ça veut dire que certains d'entre eux vont devoir peut-être continuer de vivre là avec un toit qui coule ou un problème de chauffage ou de plomberie. Il y en a peut-être d'autres qui vont devoir vendre pas cher à quelqu'un qui va avoir les moyens de faire les travaux, puis essayer de se loger ailleurs, loin de leur milieu probablement. C'est un déracinement qui est déjà difficile quand on a les moyens de le faire. Imaginez quand on est à faible revenu, parce que dans ces petites municipalités-là, il n'y en a pas des logements. Alors, c'est certain qu'elles vont devoir aller plus loin puis quitter leur milieu de vie. Ça, c'est une atteinte très, très importante à la qualité de vie des personnes les plus vulnérables et des aînés. Ça entrave le maintien à domicile, qui est le souhait généralement partagé par les aînés. Et tout ça pour sauver 15 millions. Savez-vous quoi? Si la CAQ avait laissé faire là, pour Stablex, si la CAQ n'avait pas choisi de trouver et de payer elle-même avec des fonds publics un terrain pour cette entreprise qui fait des milliards de profits par année, bien, on aurait sauvé 17 millions puis la CAQ aurait pu maintenir le programme cette année. Ça, c'est un choix politique qui a été fait. Alors, pour toutes ces raisons-là, moi, je vais déposer une motion de grief, je vous la lis tout de suite, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement de la CAQ de ne pas assurer les investissements nécessaires pour mettre en œuvre le virage urgent vers des services de soins et de maintien à domicile recommandés par la commissaire à la santé et au bien-être afin de répondre adéquatement aux défis colossaux du vieillissement de la population québécoise. Puis je vais conclure avec quelques mots pour des investissements qui étaient très, très attendus dans ma circonscription à Sherbrooke. Il semble qu'on va continuer de les attendre. Nous, on a une école primaire qui était autorisée dans Ascot. Les plans étaient faits. Ça avait été présenté à la population. Les travaux devaient commencer cette année. Et la CAQ a décidé de geler le projet dans les derniers mois à cause des coupures. Et pendant qu'on attend, bien là, il y a des enfants qui doivent chaque jour aller à l'école dans un autre quartier que le leur. Le projet, là, il a été gelé même s'il était budgété. Il n'y a personne qui sait quand on va pouvoir construire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que chaque mois qui passe, ce projet-là, il va coûter encore plus cher que prévu. Même chose avec l'école secondaire que le premier ministre est venu promettre lui-même en campagne électorale en expliquant que cette fois-ci, là, c'était vrai, là. Elle allait être livrée avant 2026, cette école-là, parce qu'elle allait augmenter le budget pour les nouvelles écoles. Bien, la réalité, c'est qu'on n'est pas proche de voir cette école-là en ce moment. Ça n'avance pas non plus pour notre centre de formation professionnelle. On avait aussi des attentes pour le programme Climat-Sol qui permet de décontaminer des terrains. On a besoin de ça pour faire avancer des projets de logement à Sherbrooke. La Ville avait soumis 4 demandes qui ont toutes été refusées par manque de fonds dans les derniers mois. Puis dans le nouveau budget, bien, l'enveloppe de ce programme-là est encore plus basse que l'année dernière, encore un programme dont les fonds diminuent. Donc, c'est pas très encourageant parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir développer du logement. Puis chez nous, le taux d'inoccupation, bien, il est encore en bas de 1 %. Donc, ça presse, c'est une très grosse déception. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qui nous ralentit sur le dossier du logement. On vit un moratoire sur la construction en ce moment parce que nos infrastructures de gestion des eaux ne suivent pas. Puis avec la capacité financière de la Ville pour mettre à jour les infrastructures, bien, ça va être long avant qu'on y arrive. De l'aide aurait été appréciée là-dessus aussi, parce que pour sortir de la crise du logement, mais il va falloir soutenir les villes pour la décontamination et les infrastructures, pas juste pour des projets de construction de logements. Tout ça est interrelié, puis malheureusement, en ce moment, il manque de l'aide pour faire avancer les projets. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président, mais moi, je suis franchement désappointée de ce budget-là. Il y a des inquiétudes importantes qui se dessinent pour la suite des choses. Merci. Merci, Madame la députée de Sherbrooke.